Vous condamnez, j'imagine, ce genre d'actes. Est-ce que vous vous assimilez cela à des actes de terrorisme? Oh là là. Oui. Ça y est, ouais, c'est une matinale où on doit condamner. C'est vrai que c'est la mode. Non, c'est pas condamner. C'est vrai que c'est depuis un certain nombre d'années, les interviews politiques se font de cette manière. On nous présente un élément, il faut condamner. Je suis un partisan de la non-violence, je suis un partisan du dialogue lorsqu'il est possible. Donc évidemment, ce n'est pas le genre d'action que je vais moi-même encourager. Vous me parlez de terrorisme. Je pense que là, on va sans doute un petit peu loin. Oui, bien sûr. Surtout dans la situation qu'on connaît aujourd'hui sur le plan international, où le mot terrorisme a quand même un poids très particulier. Donc pour vous, ce n'est pas du terrorisme, c'est un acte de sabotage à condamner. Bien, je ne vais pas m'attarder, puisque vous parlez de condamnation, tiens, les agriculteurs. Merci Moranos. Les agriculteurs qui manifestent, nouvelle mobilisation. Oh putain, Caron, oh là là, écologiste, hein. Spéciste, oulala, qu'est-ce qu'il va dire sur les agriculteurs, les mecs? Ah, j'ai peur de ça. Oulala, j'ai peur. Ils manifestent pourquoi? Ils manifestent parce qu'il y a une proposition de loi venue du Sénat qui est en discussion à l'Assemblée nationale, et cette proposition de loi est passée en commission environnementale et évidemment la commission de l'environnement de l'Assemblée nationale a effacé 2 articles, notamment sur les retenues d'eau, le stockage d'eau agricole. Alors je vous pose la question, est-ce que le stockage d'eau agricole doit être reconnu d'intérêt général majeur? Si vous parlez des méga-bassines, non, bien évidemment, les écologistes le disent, le répètent, ce n'est pas une solution qui est viable pour l'environnement et qui fait du tort aux agriculteurs eux-mêmes. Bon. Donc, mais il n'y a pas que les méga-bassines dans les stockages d'eau. Vous voulez qu'on parle du texte? Le stockage d'eau, oui, le stockage d'eau. Est-ce qu'un agriculteur doit pouvoir stocker de l'eau pour irriguer ou pour... ça dépend ce que vous appelez stocker. S'il s'agit de stocker de l'eau de pluie ou ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Là, on parle des méga-bassines. Les méga-bassines, ce sont des projets qui sont... pas que de ça dans le texte. Qui sont bon, en tout cas, c'est ceux contre quoi nous sommes vraiment vent debout. On l'a dit, on l'a répété ces dernières années, ce ne sont pas des solutions qui sont acceptables et qui s'inscrivent dans une logique productiviste qui est absolument contraire à l'intérêt des agriculteurs eux-mêmes et des citoyennes et des citoyens. Néonicotinoïde, un néonicotinoïde qui serait à nouveau autorisé en France. Il est utilisé partout en Europe, là aussi. Votre position ? Pas les néonicotinoïdes, c'est une catastrophe absolue pour, là encore, pour tout le monde. Déjà pour les insectes. Vous savez que ce sont des substances qui tuent les insectes. Or, la pollinisation des aliments que nous mangeons est faite à 80% par des insectes. Donc, les abeilles notamment. Donc, c'est évidemment... Il y a des végans sur mon stream ou pas, les gars? Il y a des végétariens ou pas? Vegan, végétarien et tout, genre, c'est... Ah, la vidéo, elle est trop forte. Attends, je vais un peu baisser, parce que si mon micro, il détecte, c'est un peu chiant. Ex-vegan. Ah, t'as craqué, hein. Le poulet, hein, t'as craqué, ex-vegan. T'as des vegans sur mon stream. Putain, je vous avais jamais posé la question. VG. Ok. Pas encore j'essaie. Vegan. VG. Mais wesh, y'a combien de VG sur mon stream? C'est une dinguerie. Tu poses la question quand je suis en train de manger du saucisson. Désolé, hein. J'aime trop la viande. En vrai, j'ai baissé ma consommation de viande. J'ai vraiment baissé, mais pas tant que ça, tu vois. Je suis toujours autant un putain de carnivore. Mais respect, vraiment respect aux véganes. Respect aux véganes, les gars. Mais moi, je pourrais pas. Hein. J'ai arrêté la viande rouge. Moi, j'ai arrêté le porc. Non, j'ai pas arrêté le porc, mais j'ai vraiment baissé ma consommation de porc, les mecs. J'aime bien le porc, mais des fois, c'est pas ouf, hein. Vraiment, c'est pas ouf, des fois. Mais grand respect aux véganes. Grand respect. Et les végétariens? Oui, respect aux végétariens aussi. Respect. Mais je pense que c'est plus dur d'être vegan que d'être végétarien, non? Ah, je suis mort. La charcuterie, très mauvais. Ouais, on m'a dit, les gars, en termes de sport et tout, tous les trucs comme ça, la charcuterie, etc., c'est pas bon pour... c'est pas bon pour la musculation, tout ça. Dofla Muslim Brother? Non, les mecs. Je m'intéresse à l'islam, hein.
Mais je suis pas encore dans les bails de Muslim Brother. Pas encore, pas encore. Un jour peut-être. Un jour. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup baissé ma consommation de porc. Une hérésie aujourd'hui que de vouloir relancer des néonicotinoïdes, sachant que, comme vous le savez, il y a différents plans éco-phyto qui ont été lancés par la France depuis de nombreuses années avec un objectif de réduction des néonicotinoïdes, des pesticides et ainsi de suite, de moitié. Or, on ne tient absolument pas cet objectif, puisqu'au contraire, la consommation de pesticides augmente en France, comme dans le monde entier d'ailleurs. Bien. Mais... Attends, mais je vais aller sur le Wikipédia de frères musulmans. Parce que moi, je veux savoir s'ils disent Muslim Brother premier degré. Attends. Si partout en Europe, ce produit est utilisé. Oui, mais enfin bon, la France, troisième pays européen, la France, troisième pays européen de consommation utilisation des pesticides. C'est pas parce que d'autres le font que nous devons le faire ici en France. Il faut quand même se rendre compte aussi des conséquences de l'utilisation des pesticides, conséquences sur la santé. On sait maintenant qu'ils sont liés à un certain nombre de maladies chroniques notamment, apparition de cancer et d'autres choses. Ah, aux États-Unis, ils disent Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood. Oh, je suis mort, wesh. Je sais pas, vous aimez manger des aliments dont vous savez qu'ils ont été cultivés avec des pesticides? Non, c'est une question que je vous pose. Non, mais moi je réponds jamais aux questions qu'on me pose. Bah si, c'est intéressant, c'est un dialogue. Non, parce que non, c'est pas un dialogue. Bah si. Vous savez qu'une interview, c'est pas un dialogue, Caron. Ça va me replonger dans mon passé. Merci Jean-Jacques Bourdin de m'expliquer ce qu'est une interview. J'ai toujours considéré que c'est un dialogue. Mais oui, merci Aymeric Caron de me poser des questions. Vous êtes mon invité. Ce matin, je vais vous parler de Gaza, la solution à 2 États. Initiative France et Arabie Saoudite. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Ah oui, bien sûr, on ne peut que la soutenir. Oui. Là, on parle de la reconnaissance. L'initiative dont vous parlez, c'est la reconnaissance de l'État palestinien par la France, que nous réclamons depuis extrêmement longtemps. Elle aurait dû intervenir par la France depuis bien longtemps, comme dans près de 150 pays dans le monde. Donc, évidemment, il faut que ce processus aboutisse. Bien. Israël conduit une guerre inhumaine à Gaza. Je lis ça, j'entends ça, je vois ça aussi. Vous allez me dire oui, évidemment. Vous aussi, puisque sans que je vous pose la question, comme vous êtes journaliste et que vous êtes intéressé par les faits, évidemment, c'est la seule conclusion à laquelle vous pouvez arriver. Alors, est-ce que vous comparez Gaza à Auschwitz ? Alors, ça a été dit. Oui, ça a été dit par Thierry Ardisson. Et ça lui a été énormément reproché ensuite. Oui. D'ailleurs, les gars, parenthèse, Léa Salamé est revenue sur les paroles de Thierry Ardisson. Elle a eu un long moment où elle a discuté un peu en mode monologue pendant 1 à 2 minutes, où elle était revenue un petit peu sur ses propos. Thierry Ardisson, c'est ses mots. Voilà, c'est ses mots. Je sais pas si c'est pertinent de comparer Gaza à Auschwitz. Je pense que, après, les mecs, à un moment donné, la comparaison n'est pas ouf. Vas-y, on va dire ça comme ça. Mais il faut choquer et sensibiliser les gens. Je le pense sincèrement, les mecs. C'est extrême, évidemment que c'est extrême, mais à un moment donné, pour alerter la population, pour alerter les gens, il faut des fois utiliser des formules qui choquent. Voilà, c'est tout. C'est tout. Oui. Je regrette la campagne qui s'est abattue contre Ardisson. Parce que il est probable que la comparaison soit historiquement pas tout à fait exacte. Parce que Auschwitz, c'est un camp d'extermination. Gaza est aujourd'hui un camp de concentration. Donc c'est une différence historique à noter. Je regrette que... Il n'y a pas d'extermination des Palestiniens à Gaza. Ah si. Merci Jean-Jacques Bourdin de le reconnaître. C'est important. Je ne reconnais rien, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a extermination ? On sait très bien, vous et moi, que lorsqu'on pose une question comme journaliste, même si vous ne voulez pas qu'on vous en pose à vous, eh bien, il y a déjà une idée qui est dedans. Il y a déjà un propos, il y a déjà un point de vue. J'y arrive. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de mots qui nous sont refusés, à nous, les défenseurs du droit international, par le lobby, précisément, des pro-Netanyahou, le lobby pro-guerre, le lobby pro-destruction des Palestiniens. Par exemple, le mot de génocide nous a été interdit pendant longtemps. Le mot de ghetto nous a été interdit pendant longtemps. Le mot de camp de concentration fait encore bondir. Alors effectivement,
Ardisson, lui, a utilisé le Auschwitz, qui est un camp d'extermination, ce qui, sur un plan historique, est sans doute une erreur. Mais ce sont aux historiens de le dire, d'ailleurs. C'est pas à vous ni à moi. Ce qui est scandaleux, c'est que tout le monde lui soit tombé dessus, qu'il ait dû faire des excuses publiques, que Léa Salamé ait dû en faire. Elle est où la liberté d'expression dans ce pays encore ? Si son émotion a tiré Ardisson devant les images, devant le témoignage de cet humanitaire Raphaël Pitti qui fait un travail extraordinaire, l'amène à penser que ce qu'il entend lui fait penser à Auschwitz. Il a le droit de le dire. Même si peut-être que historiquement ce n'est pas tout à fait exact. En revanche, ce qu'on peut dire, à mon avis, sans trop se tromper, comme l'historien Joseph Sternel l'avait suggéré dès 2018 lorsqu'il disait que la politique menée par Israël ressemblait de plus en plus à une politique nazie. On peut dire qu'il y a peu de différence aujourd'hui entre les méthodes de l'armée israélienne et les méthodes de l'armée nazie. Netanyahou est un nazi. Oh. Ouh là 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 là. Alors, ok. Donc Gaza n'est pas Auschwitz, mais les méthodes de l'armée israélienne ressemblent à celles de l'armée nazie, genre. Ok. Je pense que là, ça va faire couler de l'encre, cette interview là. Alors, il n'est pas un nazi en tant que tel. C'est un fasciste, bien évidemment. Il se conduit comme un nazi ? Son armée se conduit d'une manière qui, effectivement, rappelle les manières de l'armée nazie. Oradour-sur-Glane, c'est quoi ? Ce sont des femmes, des enfants qu'on enferme dans une église. On met le feu. Et qu'on brûle, vifs. Est-ce que vous voyez les images qui nous arrivent de Gaza tous les jours, encore cette nuit ? Moi, des images me parviennent tous les jours. Notamment par Rami Abou-Jamous, qui est ce journaliste qui a reçu plusieurs prix Bayeux pour son travail exceptionnel réalisé sur le terrain à Gaza. Et les images qu'il envoie cette nuit montrent encore des femmes et des enfants brûlés vifs dans leur logement. Ce sont des images qui nous parviennent tous les jours. Lorsque une armée tue délibérément des femmes et des enfants en les brûlant, en leur tirant des balles dans la tête, dans la poitrine, en les affamant, lorsque les soldats de cette armée s'en réjouissent, font des vidéos où ils s'en amusent, comment vous qualifiez l'état d'esprit de cette armée lorsqu'on tue délibérément des civils? Vous savez quand même combien de civils ont il allait faire la question sur le Hamas, les mecs. Oh là là, il allait trouver son escape, Jean-Jacques Bourdin, là. été tués. Alors, le nombre de morts à Gaza, je tiens quand même à le rappeler, parce que tellement les chiffres sont dingues. Pardon, je termine juste, si vous me permettez, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Alors, l'UNICEF nous parle aujourd'hui de 65 000 morts, parmi lesquels près de 20 000 enfants. Vous savez que les spécialistes disent qu'en réalité, le chiffre est sans doute bien supérieur. On est sans doute proche des 100 000 morts. Mais les attaques immondes, atroces du 7 octobre, les attaques terroristes du Hamas, qui nous ont tous dégoûtés, elles ont fait 1200 morts, dont 800 civils, 37 enfants. Moi, je trouve que les 37 enfants qui ont été tués ce jour-là, eh bien, c'est un drame absolu. Je trouve qu'il n'y a aucune excuse, que ça nous révulse tous. Attendez, 37 enfants. Aujourd'hui, à Gaza, c'est 20 000. Ça veut dire quoi, 20 000 ? Ça veut dire, Jean-Jacques Bourdin, 500 fois plus. 500 fois plus. Alors, c'est bien, il y a des journalistes, notamment sur votre antenne, mais je ne vais pas blâmer spécialement votre antenne par rapport à d'autres, puisque ça a été assez unanime, des journalistes, des politiques qui ont fait l'autruche pendant plus d'1 an et demi. Qui ont dit que soit que ça n'existait pas, soit que les chiffres étaient gonflés, soit qu'il fallait le comprendre, que c'était des victimes collatérales. Aujourd'hui, on sait que tout ça est faux. Donc la réaction qui commence à germer aujourd'hui dans les rédactions ou dans la classe politique, elle fait du bien, heureusement qu'elle arrive, mais qu'elle est tardive et quelle honte pour l'Occident. Quelle honte. Tu vois, il est en train de remarquer la même chose que j'avais remarqué la semaine dernière, et vous aussi, le chat, les gens commencent à retourner leur veste. Ni oubli, ni pardon. Exactement, petit Popol. Exactement. Et la classe politique, de gauche en tout cas, remarque ces retournements de veste. On n'est pas stupide. On n'est pas dupes, nous, le chat. Attention, attention, attention. Aymeric Caron, est-ce que le Hamas est complice de tout cela? C'est quoi ce lien? C'est intéressant. En affirmant, c'est intéressant. Pardon, mais je complète ma question. En affirmant que le peuple palestinien le soutient, ce qui est pas toujours vrai. En affamant aussi le peuple palestinien. Ah bon?
Ben oui. Comment? Oui, en le privant d'une partie de l'aide humanitaire. Ah bon, vous avez des informations fiables là-dessus? Eh ben, vous en avez. Les ONG avec qui ne sont pas fiables là-dessus? Apparemment, vous reprenez la propagande de Netanyahou. En tirant, mais pas du tout. Il faut faire votre boulot. En tirant. Il faut faire votre boulot de journaliste et vérifier. Vous n'êtes pas là pour me donner des leçons de journalisme. Non, je vous demande juste de vérifier vos informations. Votre prétention. C'est vrai qu'on a facilement avalé, les gars, cette propagande israélienne. Le délire que c'est le Hamas qui contrôle les entrées et venues des... C'est eux qui pillent l'aide alimentaire, etc. Elle est vraie, cette information, ou pas, le chat? Non, parce que c'est vrai que j'ai avalé cette information, mais est-ce qu'elle est vraie au final? On s'est jamais posé la question. On s'est jamais penché là-dessus. Moi, je l'avais un peu avalé, cette histoire, les mecs, hein, parce que comme c'est une guerre, le Hamas a besoin de se nourrir, etc. Donc peut-être qu'ils peuvent capter aussi l'alimentation, peut-être qu'ils peuvent les voler, etc., faire du chantage et se refinancer. Peu importe. Mais c'est vrai qu'on a... C'est vrai qu'on s'est jamais posé la question, les amis, de est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Personne n'a avalé ça, gros, c'est une guerre de communication. Bien sûr, les gars, bien sûr, bien sûr. Vrai que quoi? Non, mais est-ce que c'est vrai que c'est le Hamas qui détourne l'aide alimentaire? Parce que là, c'est vrai que les journalistes, le narratif, c'est tout le monde dit ça, les mecs. On avait écouté Goldnadel sur Pascal Pro et il disait la même chose. Israël veut laisser l'aide humanitaire, mais l'aide humanitaire est volée par le Hamas. Est-ce que c'est vrai? Genre, on a avalé ça depuis des mois, genre, c'est le nouvel arc. C'est le nouvel arc, les mecs. C'est le nouvel arc maintenant pour nous faire avaler une nouvelle pilule. Allez vous faire enculer, frère. En plus, c'est Netanyahou qui dit ça à chaque fois. Bah oui, Kramel. Évidemment. Évidemment, les gars. Et soi-disant, on nous avait dit l'année dernière que le Hamas, la structure militaire du Hamas est éradiquée. Mort. Fini. Et finalement, on nous dit encore 6 mois après que le Hamas existe encore. Mettez-vous d'accord, les Israéliens? Je sais pas, c'est bizarre, non? Tension est grande, mais ah bon, mais limitons la. C'est arrêtez de me faire des attaques personnelles. Lorsque je vous fais remarquer que votre information n'est pas fiable, Jean-Jacques Bourdin. Je vous pose la question. Quelle est la source? Est-ce qu'il y a des manifestations? Non, vous me demandiez, vous disiez à l'instant, le Hamas vole. Je suis en train de vous poser la question. D'où tirez-vous l'information selon laquelle c'est le Hamas qui affame aujourd'hui les populations palestiniennes? C'est le Hamas qui a privé la population palestinienne d'une partie de l'aide humanitaire. Vous le savez bien. Donc en ce moment, c'est le Hamas qui affame. Tout le monde le sait, c'est renseigné. Tout le monde le sait. Bon, alors ah ouais, Bourdin, il affirme ça quand même. Hein. Putain, c'est ouf quand même. Je la connaissais pas cette source, tout le monde le sait. Alors je discutais avec... Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est ça qui m'intéresse. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est complice de en ce qui concerne... Est-ce qu'ils sont complices? Alors... Si vous posez des questions, vous aimez qu'on vous y réponde ou pas? Eh ben, je vous pose la question. Alors je réponds dans l'ordre. Allez-y. Sur l'aide humanitaire. Oui. J'en discutais vendredi encore avec des représentants de l'UNICEF. J'en discutais il y a une semaine avec un représentant, un responsable de l'UNRWA sur place. Ce qui se passe sur l'aide humanitaire, elle est bloquée par les autorités israéliennes. Aujourd'hui, et ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une partie de cette aide humanitaire qui est volée par des gangs, des voyous. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Hamas a essayé, je ne défends pas le Hamas, vous allez voir dans un instant, ça dépend. Le Hamas a essayé, ça dépend? Oui. Moi, j'ai défendu le Hamas quand? Là. Quand? Vous défendez le Hamas. Quoi? Mais il est fou! Vous défendez le Hamas. Est-ce que... Non, attends, il est fou, quoi? Mais attends, il faut que je repasse ce moment. Mais ça va pas? Je ne défends pas le Hamas, vous allez voir dans un instant. Ça dépend. Le Hamas a essayé... Ça dépend? Oui. Mais... Moi, j'ai défendu le Hamas quand? Là. Quand? Vous défendez le Hamas. Quoi? Vous défendez le Hamas. Est-ce que... Non, laissez-moi terminer. Et d'abord, vous allez me répondre. Quand ai-je défendu le Hamas? Est-ce que j'ai défendu le... Quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Quand ai-je défendu... Oh là là, mais 2 ans après, il repose les mêmes questions. C'est la boucle. Est-ce que c'est une organisation terroriste? Ça recommence. On est bloqué dans une boucle infinie. Défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Émeric Caron. Quand ai-je défendu le Hamas? Émeric Caron. Jamais. Je vous ai Maintenant, dit que je vais terminer pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc, l'aide humanitaire est volée notamment par des gangs locaux. Et vous savez par qui ils sont soutenus? Pas par le Hamas, par l'armée israélienne. Et le Hamas a essayé de s'interposer dans cette situation précise. Et le Hamas se fait tirer dessus par l'armée israélienne. Est-ce que le Hamas a tiré sur des manifestants anti-Hamas, des Palestiniens qui ont protesté contre le Hamas? Est-ce que le Hamas a tiré sur ces manifestants? Oui ou non? Le C'est Hamas, vrai ou c'est faux? Je vous réponds sur le Hamas. Le Hamas
n'est pas une solution pour les Palestiniens. Le Hamas est une partie du problème, une partie énorme du problème. Dommage que Netanyahou... complice quelque part. Bien sûr, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est dommage, c'est dommage que Netanyahou... Vous répondez à ma question, merci. C'est dommage que Netanyahou ait voulu privilégier pendant des années le Hamas en favorisant notamment son financement. C'est bizarre que ça, on oublie toujours de le rappeler, que vous oubliez toujours de le rappeler. C'est vous qui le rappelez. Vous avez raison de le rappeler. Aymeric Caron, vous le rappelez. Bien, Aymeric Caron, je voudrais... on va passer à vos combats qui sont des combats pour défendre la cause animale, mais j'aimerais vous parler quand même de Gaza, ça ne me dérange pas, hein, parce qu'il y en a des choses à dire sur Gaza. Il y a plein de sujets, Oui, sauf que je pense, pardonnez-moi, je termine encore 20 secondes là-dessus, je pense que Gaza est le sujet central aujourd'hui de toute l'actualité, tant ce qui s'y joue est essentiel en termes de valeurs morales, en termes de droit international. Ce sont les valeurs occidentales qu'on est en train d'enterrer à Gaza. Quand je dis occidentales, je veux dire par là les valeurs qui ont... vous importent peu. Ah, pas du tout. C'est pas du tout que ça m'importe peu. Ce sont les valeurs occidentales. Mais pourquoi il dit ça à chaque fois? Pourquoi il trouve des raccourcis bizarres? Mais ce mec-là, il est chelou, Bourdin. Il parle du Congo, il parle de l'Ukraine, il parle de nanani, je sais pas quoi. Mais je comprends pas. Genre, je comprends pas. Pourquoi? Bourdin, il est boude, je te jure, frère. Là aussi qui sont en jeu. Quand j'ai les valeurs occidentales, c'est les valeurs occidentales prétendues, à savoir la défense des droits de l'homme, le souci du prochain, et ainsi de suite. On a vu en fait à Gaza que tout ça était l'Ukraine, c'est défendre les droits de l'homme. Bien sûr. Aymeric Caron, l'entrisme des frères musulmans, vous avez vu ce rapport, vous l'avez lu. Oh putain, les gars. Le rapport qui documente, qui alerte, qui fait des propositions aussi. Alors certains demandent l'interdiction des frères musulmans. Muslim Brothers vous en pensez quoi de ces interdictions? Interdire ce rapport, il dit pas grand-chose en fait. Ce rapport qui fait un peu plus de 70 pages, dont la moitié est simplement... Il documente. Oui. Il alerte aussi. Ouais, alors il alerte pas vraiment en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est la manière dont il a été restitué dans l'opinion par la classe politique et notamment par Retailleau, qui nous explique en gros que toute la société française est en train de basculer dans la charia. Si l'on en croit ce rapport, le rapport dit pas du tout ça, il dit même l'inverse. Il dit que, puisque vous l'avez lu aussi, Jean-Jacques Bourdin, donc vous avez lu comme moi quand en réalité, le rapport explique que l'influence des frères musulmans est en baisse, notamment parce que son financement a largement baissé, et que donc il n'y a pas de risque particulier lié aux frères musulmans en France. Donc c'est extraordinaire de lire une conclusion qui est exactement inverse dans les médias. Si on prend par exemple les lieux de culte proches des frères musulmans en France, le rapport dit qu'il y a 7% des lieux de culte en France seulement qui sont proches des frères musulmans. C'est pas un danger énorme, mais là où ça devient presque humoristique, c'est sur les amicales sportives, les clubs de sport. Le rapport nous dit qu'il y a 29 structures qui sont noyautées ou qui ont été fondées par les tenants de l'islam radical, et que parmi ces 29 structures, il y en a 5 qui sont des structures fréristes. Donc 5 clubs de sport, 5 associations sportives qui sont fréristes en France. Sur combien, Jean-Jacques Bourdin? Sur 156 000. 156 000. 5 sur 156 000. Je dois avouer que c'est pas ça qui m'empêche de dormir. Bien. Alors, interdiction des frères musulmans, vous dites non, même si dans de nombreux pays musulmans, on a interdit les frères musulmans. Je n'ai pas répondu à votre question. J'ai simplement dit que je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'interdire. Bon, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis ont interdit les frères musulmans. C'est peut-être de l'islamophobie. Comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Ah bon, il n'a pas dit ça. Si, il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit que ces pays avaient fait preuve d'islamophobie en interdisant les frères musulmans. Non, il n'a pas parlé de ces pays. Il a parlé de ce rapport. Il a parlé ce rapport est islamophobe. Bien sûr, puisqu'il part de rien, les seuls. Il modifie toute l'histoire quand même, Jean-Jacques Bourdin. Il a jamais dit ça, Mélenchon. Il n'a pas parlé de l'islamophobie des pays musulmans qui ont interdit les frères musulmans. Il a juste parlé du rapport. Il dit n'importe quoi. Vous vous rendez compte que c'est Aymeric Caron qui fait le boulot du journaliste là. C'est tellement une grosse merde ce gars. Putain. Les éléments chiffrés nous disent précisément qu'il n'y a pas de danger. Et puis voilà qu'on en a toute une exploitation islamophobe dans la société française. Parce que oui, attendez, c'est intéressant, Jean-Jacques Bourdin. Après ce rapport, après la publication, j'ai parlé à un certain nombre de personnes qui étaient précisément musulmanes. Et qui sont atterrées. Je les comprends. Atterrés.
Je comprends qui disent mais quand est-ce, pourquoi vous nous en voulez? Je comprends qu'on assimile les frères musulmans aux musulmans qui pratiquent leur religion tranquillement chez eux. Pourquoi vous nous en voulez autant? Pourquoi la France nous en veut autant? Enfin, je crois que est-ce que vous vous rendez compte, Jean-Jacques Bourdin, quand même, de la manière dont on parle des musulmans en France. Il y a même une chaîne qui est entièrement consacrée au racisme islamophobe dans ce pays. Bah, c'est CNews. Consacré au racisme islamophobe? Bah, vous regardez CNews? Rarement. Tous les jours, un sujet pour fustiger. Pour preuve, hein, mon stream les mecs, hein, mon stream, tous les jours, mesdames et messieurs, tous les jours, ça parle d'islam. Les musulmans, pour dire qu'ils sont dangereux, qu'ils sont séparatistes. On ne sait plus. D'ailleurs, si ils font du séparatisme ou de l'entrisme, on ne sait plus parce que un jour, il faut s'inquiéter de l'un, le lendemain de l'autre. Mais pourquoi laisser penser que tous les musulmans sont des islamistes? Pourquoi? Mais c'est vous qui allez me répondre. C'est certainement pas moi, c'est certainement pas ma formation politique. Quand vous accusez d'islamophobie, tout ce qui a trait, aux musulmans, vous assimilez malheureusement les extrémistes aux musulmans qui pratiquent calmement et tranquillement leur religion et qui respectent les lois de la République. C'est un formidable retournement sémantique, ça. C'était osé. C'était osé. Pas du tout, Américain, on réfléchissait. Est-ce que la loi religieuse prime sur la loi de la République? Oui ou non? C'est clair. C'est ça le fond du problème. Mais elle est sérieuse, votre question? Vous me demandez à moi, député de la nation, si la loi religieuse... Évidemment, je vous pose la question. Quelle est ma réponse selon vous? Avec grand plaisir, je vous la pose. Non, d'accord, mais... Vous pensez que je vais vous répondre quoi? Quand vous me demandez un truc pareil, ce que vous pensez surtout. Est-ce que vous pensez vraiment que répondez-moi. Est-ce que vous pensez vraiment que l'énorme majorité des musulmans de notre pays place la loi religieuse avant les lois de la République? Vous le pensez vraiment? Vous pensez vraiment que je le pense. Des musulmans vous pensez vraiment que des musulmans ne placent pas la loi religieuse devant la loi de la République? Franchement, il doit en exister comme il existe des catholiques qui le font et des juifs. En fait, moi je comprends pas un truc, les amis. Moi je trouve que la question elle est trop conne. Oui, la question elle est débile, les mecs. Hein. Parce que s'il y a un musulman ou même un catholique qui se dit que la loi de la religion est supérieure à celle de la République, il va te dire oui. Mais en fait, je m'en fous parce que moi je respecte quand même la France. Je me comporte bien. Mon casier judiciaire il est vierge. J'ai un travail. J'ai tout ce qu'il faut, genre, c'est quoi le rapport? On s'en fout, non? Que le mec, il te réponde que ce soit la religion qui soit supérieure à la République, on s'en bat les couilles. Tant que le mec se comporte bien, quel est le problème, genre? Et c'est pareil pour les catholiques, c'est pareil pour les juifs, c'est pareil pour les autres religions. On s'en bat les couilles. On dirait que la question va déterminer si tu es séparé de la France ou pas. Séparé de la France en tant que République, les mecs, hein. Genre, la question est nulle, genre. La question est nulle. Merci pour le sub, Victoria. Merci. Bah si t'es croyant, évidemment que Dieu est au-dessus de tout. Bah oui, tu peux très bien... Moi, je comprends pas, il n'y a pas de piège, les mecs. En fait, poser la question, et quand ça vient d'un journaliste, t'as l'impression que le mec qui se fait interviewer, il a un peu peur en mode « Ah, j'ai peur d'être repris, j'ai peur que ça clip, j'ai peur de tomber dans twist gauchiste ou je ne sais pas quel clip d'extrême droite. » Contre Twitter d'extrême droite, mais on s'en bat les couilles. Le mec qui respecte quand même les lois de la République, sachant même que les lois de la religion est supérieure à celles de la République, mais il le respecte quand même, les lois de la République, on s'en bat les couilles. On s'en fout de... En fait, la hiérarchie, on s'en fout. Si le mec, il est citoyen, il respecte tout, il n'y a pas de problème avec ça, en fait, je comprends pas. Genre, je ne comprends pas, je sais pas. Je comprends pas, genre, je sais pas c'est quoi ces mecs, hein. Là, vraiment, Bourdin, hein. Bourdin, c'est très low. Ah, c'est low l'interview, c'est low. Oh là 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 là. En plus, j'avoue que t'as raison, Guapax. Demander ça à un député de la République, c'est tellement bizarre. Le mec, il est dans le principe de la laïcité, la République, etc. Pourquoi poser ça à Aymeric Caron? C'est un député, frère. Tu crois qu'il va te répondre quoi comme question, genre? Enfin, comme réponse? Bizarre. Qui le font? Bon, l'interdiction du voile aux mineurs de moins de 15 ans dans l'espace public, cette proposition de Gabriel Attal... C'est une hérésie. Une hérésie? Bah, c'est une hérésie d'ailleurs qui effraie même dans son propre camp.
précisément, alors là, vous parliez d'islamophobie il y a un instant, on est tout à fait dans une expression islamophobe. On ne peut pas comme ça s'en prendre aux enfants en prétendant vouloir les protéger. Et vous acceptez qu'une petite fille de 6 ans soit voilée? Ou vous pensez que, finalement, on n'a rien à dire? Bah, vous et moi, on n'a rien à dire, ça je vous le confirme. Comme moi, je ne dis rien dans l'éducation que vous pratiquez sur vos enfants. Oui. Et je ne vous permettrai pas non plus de juger la manière dont j'élève mes enfants. Il y a tout un domaine. Il y a des éducations chez un certain nombre de personnes qui ne me plaisent pas à titre personnel. Ça ne vous plaît pas, mais donc. comme nous sommes en République, vous savez, la République et la démocratie, c'est précisément la cohabitation entre des personnes et des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées, les mêmes pratiques, mais qui les tolèrent chez les autres. Donc, la question de mon ressenti personnel, en l'occurrence, sur la question du voile, n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est sûr, mais vous êtes un homme politique. Précisément, je suis en train de vous expliquer qu'en tant qu'homme politique, je considère que nous devons travailler à la cohabitation entre toutes les citoyennes et tous les citoyens de ce pays, cohabitation pacifique, mais quelle que soit leur croyance ou leurs idées. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui élèvent leurs enfants aujourd'hui d'une manière qui me déplaît et malheureusement je n'ai rien à dire. Voilà. Mais vous savez très bien que comme parents, on influence toujours ces enfants. Si l'idée derrière cette proposition de Monsieur Attal, c'est de dire on va séparer les enfants des parents dès l'âge de 5 ans en termes d'idéologie, on n'a pas fini, il faut le faire partout. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont élevés aujourd'hui dans le catholicisme intégriste, par exemple. Dans ce cas-là, il va aussi falloir aller regarder ce qui se passe de ce côté-là. Émeric Caron, il y a des enfants qui sont élevés dans le racisme, dans la détestation de l'autre. Dans ce cas-là, il faut aussi aller voir ce qui se passe. Je suis obligé d'aller loin, d'aller plus vite, si on veut aller loin. Émeric Caron, vous voteriez Dominique de Villepin en 2027? C'est un candidat. Non, mais je vous dis ça parce que il est en train de se préparer. Vous le savez très bien. Vous savez, je suis député. En vrai, imagine, il y a un monde où il s'est préparé à que dalle, les gars. Ça se trouve, il va même pas prendre le lead présidentiel, il s'en bat les couilles, il est juste commentateur politique et c'est tout. Tout le monde lui prétend, les mecs, cette envie d'être candidat, genre, je comprends pas, je sais pas. Tes rêves apparentés à France Insoumise et je soutiens depuis de nombreuses années maintenant la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc pour vous, il n'y a pas d'alternative. Si vous me demandez... Pas d'alternative. Jean-Luc Mélenchon. Au moment où nous nous parlons, il n'y en a pas. Nous verrons ce qui se présentera, si Jean-Luc Mélenchon est candidat ou pas, et ainsi de suite. Nous le verrons bien. Maintenant, candidature commune à gauche. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon... Dominique de Villepin, est un homme qui est très important dans le débat aujourd'hui et dont je salue les prises de position extrêmement utiles sur la politique internationale. Dernière chose, Émeric Caron, vous avez déposé 4 propositions de loi. Interdiction des euthanasies de convenance, les chiens, les chats notamment. Interdiction de l'élevage de poulpes, notamment. Où est-ce que vous en êtes avec ces propositions de loi? Alors, nous les avons déposées. Maintenant, il faut trouver un moyen pour qu'elles puissent arriver dans l'hémicycle. Oui. Qu'elles soient soumises au vote. Et c'est compliqué. Soit effectivement... Crédit d'impôt aussi de 30 € par mois et par animal. Ça, on l'a pas déposé. C'est ça pour les propriétaires de chiens et chats. Ça, on l'a pas déposé en proposition de loi récente. On l'avait proposé par amendement dans un autre texte. Ce qui est vrai, c'est que les droits des animaux sont un sujet qui est aujourd'hui complètement négligé par l'Assemblée nationale. Et lorsque je suis arrivé dans cette enceinte, c'est vrai que j'avais à cœur de porter cette question qui est quand même sacrément oubliée par beaucoup de mes collègues. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé l'abolition de la corrida. Je souhaitais la remettre dans la niche de la France Insoumise comme proposition. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Et j'ai beaucoup de difficultés, je vais être très franc, à faire avancer ces sujets parce que les parlementaires, dans leur ensemble, sont persuadés que la question sociale doit être prioritaire dans tous les textes qui sont amenés parce que malheureusement, il n'y a pas un espace énorme pour amener des textes dans l'hémicycle. Les sujets sociétaux où les sujets économiques ont toujours la primauté. Et je dis à tous mes collègues que c'est une erreur, qu'une société qui veut évoluer sur le plan moral doit s'occuper des animaux et que c'est une chose... J'espère que vous maltraitez pas vos chiens, les mecs, hein. Vos chiens et vos chats, j'espère qu'ils sont tout beaux, tout mignons, tu les caresses comme ça. J'espère que vous... attention à vous, hein. Attention, parce que moi, des fois... On en trouve des vidéos sur Twitter de maltraitance animale et tout, ça me rend triste. Et moi, je crois que les gars, c'est une des choses qui peuvent me faire facilement pleurer.
Je suis un garçon sensible qui pleure très rarement, mais quand il y a des maltraitances animales, les gars, ça peut me faire pleurer un peu quand même. Un petit peu quand même, un petit peu. Essentielle. Donc ces propositions, pour l'instant, essayent de recueillir un assentiment, essayent de trouver des soutiens au-delà de la France insoumise. T'avais pas un chat, toi? Ouais, j'avais un chat, les mecs, mais il est mort. Il est mort, mon chat, il est au paradis des chats. Il était tout le temps là, pendant que je streamais Cyril Hanouna, il venait sur mes genoux, je le mettais devant la caméra, regardez mon petit chat, goulou, goulou, goulou. Ah, il est mort, mon chat. Hein. Il a disparu, mec. Pourquoi pas, même chez des macronistes. Ça fait 5 ans, je crois, ou 4 ans. Merci, Aymeric Caron, d'être venu nous voir ce